partons sur une présentation rapide de l'interface de gestion financière, on va dire. Donc dans le portail Azure, quand on arrive sur cette page, donc moi je suis sur ma version de test, quand on arrive sur ce menu, en tant que propriétaire, qu'on a les droits suffisants, on trouve dans le menu à cet endroit-là Cost Management and Billing, et si on va du coup dans cette fenêtre, on obtient l'intégralité des pages concernant justement la partie facturation et la partie recharge potentielle. Donc c'est tout ce qui concerne les coûts et la partie cost and billing, donc coûts et facturation. Mais on n'en retrouve pas que ça justement. Donc bien sûr, on retrouve le compte, donc ça c'est le compte client. Le compte client qui est aussi intéressé en allant là. C'est-à-dire qu'en allant dans Properties, on trouve tous les détails sur justement le compte client, dont certains qui peuvent être utilisés si jamais vous devez fusionner des instances justement dans la partie, plusieurs subscriptions dans un seul compte client. Donc ça, c'est la première chose à connaître. La deuxième, c'est justement la partie Access Control. L'Access Control dans ce mode-là est extrêmement limité, puisque ce qu'on voit ici, Reader, Contributeur et Owner, donc les trois niveaux de rôle qui permettent de pouvoir déléguer à quelqu'un l'accès à cette gestion-là. Par exemple, en cas de fournisseur qui travaillerait pour vous, on aurait justement la possibilité de lui donner les droits de Reader. Dans le cas de quelqu'un qui est dans votre équipe, mais vous ne pouvez pas lui donner les droits de Owner, vous pouvez lui mettre contributeur, et pour ceux qui sont co-administrateurs, en fait, eux, ils voient tout ici. Alors, la seconde partie à voir, c'est justement la partie scope. Donc, la partie scope correspond à quel est autour de ce compte client. En fait, qu'est-ce que ça couvre? Donc là, on voit qu'on a un seul environnement et une seule zone qui est refacturée. On pourrait en avoir plusieurs. Dans certains cas, on pourrait avoir justement des accords qui seraient comme des MCA, donc les Customer Agreement, qui sont donc des accords avec Microsoft pour regrouper plusieurs clients ou plusieurs sous-entités au sein d'une même facturation. Ensuite, si on va dans la partie, on fera Cost Management après, on va dans la partie Billing. Donc là, la partie billing, c'est simplement la manière dont c'est facturé et quand ça a été facturé, comment ça a été facturé et où en sont les factures. Donc là, c'est vraiment pour la partie financière pure, mais plus comptable que financière. Donc on retrouve la liste des factures, on retrouve la méthode de facturation qui est possible, donc moi il y a une carte de crédit, on retrouve l'historique des paiements, si on en a fait plusieurs, on retrouve le cas des transactions de réservation, parce qu'une réservation s'engage pour un certain nombre de mois, donc un certain nombre d'exécutions, mais chaque mois il y a une exécution justement de transactions qui sont liées à la réservation. Ensuite on a le profil qui est lié justement à la partie facturation et les bénéfices potentiels, donc si on avait des avantages, donc des crédits par exemple. Une fois qu'on a vu la partie billing, on retrouve la partie produits et services. Donc là, on retrouve toujours la partie toutes les subscriptions qui sont reliées à notre facturation. Donc là, dans mon cas, encore, je répète, je n'ai qu'une seule subscription, mais on pourrait en avoir un certain nombre. Par exemple, on imagine dans une entreprise une subscription par entité. Le cas classique, ce serait un ensemble de maisons regroupées au sein d'une même holding, mais on aurait une subscription pour la maison 1, maison 2, maison 3, et puis potentiellement une subscription pour la partie de test, de dev, qui serait complètement hors du cadre global des entreprises ou des maisons existantes. Donc ça, en fait, on a un cas où on aurait justement toutes ces subscriptions. Ensuite, si on va à l'étape d'après, on a les réservations. Donc les réservations correspondent aux engagements qu'on peut faire avec Microsoft pour l'entreprise, pour le billing account, autour d'une typologie de produits qu'on appelle des SKU, autour d'une localisation qui se concerne donc les data centers et autour d'une périodicité qui correspondrait à un temps pour lequel on s'engage, donc qui serait 1 an ou 3 ans. Donc tout ça, en fait, tout ce regroupement d'associations de valeurs, on va dire, de champs, permet de pouvoir créer un engagement, donc une réservation, et cette réservation va permettre d'avoir des bénéfices ou des réductions sur vos coûts, sur le SKU pour lequel vous êtes engagé, dans la localisation pour laquelle vous êtes engagé, et pour la période pour laquelle vous êtes engagé. Une réduction qui peut aller entre 20 et 50% à peu près, pour faire simple, par rapport au prix initial payé. Le Savings Plan,
C'est une notion différente parce que là, on n'a plus le SKU, on a une notion d'engagement financier, c'est-à-dire qu'on préavance une somme et cette somme va pouvoir être dépensée sur un certain nombre de produits suivant l'ordre d'arrivée qui est le premier arrivé, premier servi. Donc du coup il y aura une priorité sur les typologies d'objets, mais globalement c'est les machines virtuelles, ensuite certaines ressources qui sont derrière, etc., etc. Il y a toute une publication sur Microsoft pour expliquer lesquels sont les premiers servis et comment ça se passe. Une fois que votre crédit pour lequel vous êtes engagé est terminé, dans ce cas-là en fait ça sera le mois prochain que vous pouvez bénéficier justement de ces réductions. Globalement, un plan de sauvegarde correspond à peu près autour de 20-30% de réduction par rapport au prix normal. L'avantage principal, c'est que c'est un crédit que vous engagez à payer et qui n'est pas couvert avec un nombre de machines qui seraient actives, pas actives, etc. Donc on est plus souple dans la partie utilisation, ce qui permet d'être sûr de pouvoir le dépenser. Pourquoi ? Parce qu'une réservation, une machine, si on parle le cas d'une machine virtuelle, une machine virtuelle qui serait arrêtée et désallouée ne sera plus consommée dans le crédit de la réservation. C'est-à-dire que si vous êtes engagé pour une réservation de 10 machines et que sur les 10 machines que vous avez, il n'y en a que 9 qui sont actives, mais vous paierez quand même pour les 10 machines qu'elles tournent ou qu'elles ne tournent pas. Donc ça, c'est pour ça que la réservation doit être repensée, doit être pensée de manière correcte. Contrairement au plan de sauvegarde qui lui a plus de latitude en termes d'usage, c'est-à-dire que s'il y a 9 machines qui tournent mais qu'à côté on a un autre typologie d'objet, par exemple une partie serveur SQL qui serait toujours actif, en fait elle pourrait, cette réserve financière ou cette avance financière pourrait être utilisée par le moteur SQL Server qui serait derrière par exemple. C'est un exemple bateau mais c'est un peu la logique, c'est-à-dire qu'on n'est pas figé avec la notion justement de la typologie de l'objet. On n'est pas non plus figé à la localisation, c'est-à-dire que là, quand on va ajouter un plan de sauvegarde, en fait, on ne va pas donner de la localisation par rapport justement à l'engagement. Par contre, on va verrouiller en fait sur quel billing subscription, donc en l'occurrence qui va bénéficier de ça, mais on a justement l'option qui est 1 an, 3 ans, de la même façon, et puis en fait on va rentrer une valeur qui est une valeur horaire. Ensuite, les subscriptions. Donc là, on retrouve justement la liste des subscriptions, donc les abonnements que vous avez, qui seraient justement associés à votre billing account. Donc je répète, si on en a plusieurs, une par maison plus une de test, on verra les différentes apparaître. Petit détail ici, c'est qu'on peut avoir des subscriptions avec des identifiants ou des tenant ID, c'est globalement l'entre ID qui est associé, donc l'identité, qui peuvent être différentes. C'est-à-dire que la notion de subscription n'est pas liée à la notion d'identité. On pourrait mixer dans une seule billing account des entités qui auraient leur propre gestion d'identité. Donc une subscription qui serait sur la maison 1 avec l'identité entre ID mais de la maison 1 pourrait très bien être mixée sur la partie refacturation avec la subscription de la maison B qui elle serait sur un entre ID B. Donc tout ça pour dire que cette notion de subscription affichée ici n'est pas liée totalement à l'entre ID qui est associé à ce compte-ci. Elle est liée à tout ce qui est rattaché avec la subscription. Ensuite, on a les recurring charges, donc ça c'est des plans réguliers qui peuvent apparaître. Settings, on retrouve justement cette notion de détail, on retrouve la notion d'export, si on aurait créé un export justement que j'expliquerai un peu plus tard, ou dans une autre vidéo. On a les cost allocation, qui sont les possibilités de pouvoir allouer des notions de coût sur des objets particuliers. On aurait aussi les notions de demande de transfert. Par exemple, on voudrait transférer quelque chose à une autre entité, ce serait possible de le faire à partir de ça. Donc ça, il faut rentrer un peu plus en détail dans cette partie-là. Et puis la dernière partie qui correspond à la notion de support. Donc ça, c'est quand vous créez un ticket chez Microsoft, vous pouvez créer un ticket directement sur cette version-là. Alors à savoir, c'est si vous êtes un Enterprise Agreement, dans ce cas-là, la notion de support peut être intégrée dedans. Si vous n'êtes pas en Enterprise Agreement, vous pouvez être amené à payer les actions de l'équipe de support.
export. Donc ça, il faut se méfier de ça. Ça dépend vraiment de votre contrat qui est associé. Si on revient maintenant dans la partie cost management, donc le cost management, c'est autour de 3 ou 4 entités bien distinctes. La première qui est vraiment la notion de visibilité de l'analyse de coûts en temps réel, à une journée près, pour faire simple, qui permet de visionner directement ce qui a été consommé sur ces plateformes et en y ajoutant un certain nombre de filtres. Par exemple, on voudrait avoir sur le service name qui est actuellement ici, on ferait ça, on pourrait avoir un détail. Bon, moi j'ai pas de conso parce que je vais pas rentrer d'objets qui coûtent de l'argent aujourd'hui, le serveur SQL il est stoppé et les bases elles sont gratuites, donc pour le moment en fait j'ai zéro coût. J'en aurai peut-être parce que j'ai créé 2 storage accounts, donc peut-être que demain j'en aurai, mais pour l'instant je n'en ai pas. L'intérêt de ça, c'est qu'on a une navigation et un choix sur une périodicité, donc ça peut être les derniers 7 jours, le dernier mois, mais aussi la partie qui est liée au mois d'avant, au mois courant, le quarter courant, donc au trimestre. Ça pourrait être sur l'année. Attention, il n'y a que 12 mois de stockage d'informations là-dedans. Passé 12 mois, en fait, on ne peut pas revenir sur les données précédentes. Donc ça, c'est bien de comprendre qu'il va falloir à un moment sauvegarder ces données-là si vous voulez pouvoir les utiliser quelque part. Donc on viendra sur la notion d'export dans la fuite. Ensuite, on a une notion de grouping, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que je veux un grouping par service name, ou auquel cas on aurait justement un groupement directement ici sur les coûts avec la typologie des services qui sont derrière. On pourrait donner une valeur accumulée ou une valeur par des jours ou une valeur par mois si on est sur plusieurs mois. Dernier point, c'est que la notion de présentation peut se faire sur plusieurs modes. Donc bien sûr les surfaces, on a aussi les lignes, on a aussi les colonnes, on a aussi les colonnes groupées, mais on a un dernier qui est très intéressant qui correspond à la table et qui permet de pouvoir avoir des visions directement en format un peu à l'Excel, et cette valeur-là peut être exportée. Par exemple, si je veux faire un filtrage par ressources, hop, je vais pouvoir avoir la vision des ressources et directement avoir le coût qui est lié à la périodicité que j'ai choisie, donc celle-là, mars 2026, avec jour à jour. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la vision est par jour, et on a le détail qui est directement possible, ce qui fait que quand on fait un download, on peut exporter ces informations en Excel ou en CSV pour pouvoir les utiliser. Donc ça, c'est très pratique, ça vous permet de pouvoir avoir en fait une visibilité qui est assez fine dans les filtrages et pouvoir justement taper ou traquer des coûts potentiels sur la plateforme. Deuxième partie qui est la cost alert, donc ça c'est la même logique que l'autre d'avant, c'est qu'à partir du moment où vous atteignez une certaine valeur, en fait le système va pouvoir vous alerter, vous envoyer des emails. Du budget, donc là on revient à la même notion de budget mais un peu plus fin, et puis les advisor recommendations, ça c'est quelque chose qui est intéressant quand vous avez une consommation qui est déjà existante, mais que vous ne savez pas par quoi commencer, que pour des optimisations, pour réduction de coûts, etc. Ça, c'est assez pratique parce que l'advisor vous permet de pouvoir comparer un peu sur les best practices versus ce que vous avez fait. Attention à ne pas appliquer tout ce qui est dit, parce que tout ce qui est dit n'est pas vrai, mais ça donne une bonne piste d'amélioration quand on part de zéro et quand on n'a pas vraiment la visibilité ou la méthodologie à appliquer aux optimisations de coûts. Voilà un peu la présentation rapide pour cette partie-là. J'irai plus en détail sur certaines autres plus tard.